suis Sonia Paquette, thanatopractrice depuis maintenant 22 ans. Je travaille au Centre funéraire coopératif de Quaticook ainsi qu'au laboratoire d'anatomie à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Zone d'inconfort. L'émission où je sors de ma zone de confort pour que vous puissiez rester très confortablement dans la vôtre. Là, vous vous demandez peut-être, c'est qui ce beau bonhomme-là à l'écran? Ils ont-ils changé d'animateur? Ben non, c'est moi, votre animateur, Eric Morrison. Et si vous vous posez la question, ben c'est parce que vous avez sûrement manqué l'émission de la semaine passée avec Capilla de l'Estrie. Donc, je vous conseille fortement d'aller sur notre YouTube et de retrouver l'émission à TVME Valcourt. Donc, allons-y de l'avant avec notre émission de cette semaine. Uh-oh. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour Sonia, merci de nous accueillir aujourd'hui là, dans ton laboratoire. Ça me fait plaisir. Yes, donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez inconfortable. On va parler d'un sujet que, en tant que société, qu'on fuit et en tant qu'individu, là, qu'on évite à tout prix, on va parler de la mort. À part des services d'urgence comme les policiers, les ambulanciers, les pompiers, etc., en général, la majorité de nous là, n'ont pas à fréquenter la mort sur une base quotidienne. Puis quand ça arrive, dans le fond, c'est toujours un moment qui est quand même haut en émotion, qui est pas facile à vivre et qu'on tente de vouloir éviter le plus possible. Mais toi, par contre, Sonia, tu fréquentes la mort là, sur une base quotidienne. Oui. OK. Donc, si c'est pas trop personnel comme question, Sonia, explique-moi, parle-moi de ta première rencontre, si on veut, avec la mort et de quelle façon, toi, tu l'as vécu, que tu l'as perçu, dans le fond. OK. Bien, c'est sûr qu'un peu comme tout le monde, c'est sûr que la mort, ça a commencé avec mes animaux de compagnie, tout ça, mais principalement avec ma grand-maman. Elle est décédée, j'avais 7 ans. Fait que dans le fond, c'est pas quelque chose... J'avais plus ou moins conscience de ce que ça engendrait, de ce que c'était. Mais pour moi, ça n'a pas été... ça a été quand même une bonne expérience parce que ma grand-maman était malade. Fait que je ne l'ai jamais vue arrangée, elle était en chaise roulante, puis elle était malade, puis elle avait l'air malade. Fait que quand je l'ai vue dans son cercueil, ça m'a comme amené à apporter une autre façon de voir les choses, puis dire « Ah, tu sais, elle a l'air sereine, elle a l'air bien. » Puis, fait que c'est ça, ça n'a pas été une expérience négative, même si malgré tout ça, tu sais, quand j'ai réalisé, ben, tu sais, oui, ça me faisait de la peine. C'est le fait de ne plus la revoir ou quoi que ce soit, mais sinon, ça a apporté un côté positif quand même. Pour toi, ça t'a donné l'occasion, dans le fond, de la revoir à son meilleur, peut-être, que tu n'avais pas, en fait, vu dans ta bref c'est ça. existence. Exactement, exactement. Fait que ça a été pas mal la première expérience. OK, d'accord. Ouais. Dans le fond, la majorité... Ben moi, je parle pour moi. OK? Quand que je dis que je serais inconfortable d'être dans une pièce là, avec une personne décédée, un cadavre, voire même j'aurais peut-être presque peur d'être seul dans une pièce avec un cadavre. Donc, toi, de quelle façon est-ce que tu vois ça? Étant donné que c'est ton travail, j'imagine que tu dois avoir une perception différente de la plupart des gens là, de la mort. Oui, peut-être. Moi, je vois plus ça comme un privilège d'être avec la personne décédée, dans le sens que j'ai embaumé ma deuxième grand-maman, ma maman maternelle, puis encore là, une fois, j'avais beaucoup de peine, les émotions étaient toutes là. Par contre, ça a été vraiment un privilège de pouvoir passer du temps avec elle, si on veut. De pouvoir m'en occuper. Fait qu'un peu, tu sais, tout le monde, c'est comme un privilège que ça passe un peu par moi, là, si on veut. Là. Puis c'est ça, j'ai eu des gens que je connais, puis ces choses-là, c'est toujours difficile, c'est toujours... Je pense qu'il faut se mettre dans un autre...
perspective, si on veut. Il faut vraiment se faire une bulle, puis vraiment de le voir de façon positive. C'est vraiment... Donc, pas une chance, mais c'est ça. J'essaie de tirer le côté positif à tout ça pour... je préfère m'en occuper plutôt que de le laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Oui, je comprends. Donc, la positivité, c'est un gros aspect de ce que tu fais. Oui. Ainsi que la perspective, la façon de le voir. Oui, c'est ça, exactement, parce que je ne cacherais pas que des fois, j'arrive chez nous, puis tu sais, quand j'ai eu justement, ici, on est quand même une petite ville, fait que, tu sais, on rencontre des gens qu'on connaît, tout ça, tu sais, je ne cacherais pas que j'arrive chez nous, des fois, je suis complètement vidée, parce que, veux pas, tu sais, il y a des émotions, il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Mais c'est ça, c'est vraiment comme de se faire une petite carapace, puis tu sais, de virer ça un petit peu positivement, puis dire... Les personnes me permettent de me mettre leur famille entre les mains. Fait que c'est à moi d'en tirer le meilleur de tout ça. Puis peut-être que ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes comme moi dans mon jeune temps, ça m'avait fait. Ben oui, absolument. Ouais. OK. Pour la prochaine question, question simple mais chargée. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à devenir là, thanatologue? Ben, en fait, je te dirais que ça revient un peu à la première question que tu m'as posée par rapport au fait de voir ma grand-maman qui elle avait l'air aussi bien. Fait que, tu sais, en dedans de moi, ça m'avait quand même fait du bien. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais pouvoir peut-être redonner ça à quelqu'un. Puis, fait que c'est pas mal, tu sais, depuis cet âge-là, je te dirais que de l'âge de 7 ans, que j'avais ça en tête. Par contre, j'en parlais pas à personne. Puis je me suis dit, j'avais peur de me faire juger par les autres. Tu sais, elle a 7 ans, elle a le temps de changer en masse d'idées. Puis, ou, tu sais, de me faire regarder un petit peu tout croche parce qu'on s'entend que c'est un peu, c'est pas commun nécessairement comme travail. Fait que j'avais gardé ça secret jusqu'à ce que ça soit le temps des inscriptions au cégep. Puis fait qu'après ça, je me suis inscrite, j'ai eu ma réponse, puis j'ai dit, voilà, je m'en vais faire ma technique en thanatologie. Oui, bien parfait. Dans le fond, ça m'apporte à ma prochaine question. Dans le fond, qui était, c'est quoi ton parcours professionnel, dans le fond, à partir des études là, jusqu'à aujourd'hui? Pour devenir thanatologue, c'est une technique qui se donne au Collège de Rosemont à Montréal. Fait que dans le fond, c'est comme 3 ans. C'est un gros 2 ans de théorie là, où est-ce qu'il y a beaucoup d'anatomie, biologie, pathologie, chimie. C'est quand même des bons cours. La dernière année, c'est une année de stage. Fait qu'on a 2 stages à faire dans des compagnies, dans des 2 entreprises différentes. Puis on a aussi des cours d'administration, de gestion d'entreprise, ces choses-là aussi là, qui vont aller vraiment compléter la formation. Bon, OK. Donc, pour la prochaine question, dans le fond, justement, tu as parlé un petit peu de tabou tantôt. On n'entend tellement jamais parler de ce domaine-là, de ce genre de travail-là. Selon toi, est-ce qu'il y a toujours un tabou d'associer à ce travail-là de thanatologue? Bien, je pense que la mort en tant que telle, c'est tabou. Les gens, ils sont pas confortables, ils sont pas à l'aise de parler de ça. Puis, tu sais, il y a aussi des préjugés. Je me souviens que dans mon jeune temps, j'avais début vingtaine, j'étais partie aller gazer, mettre de l'essence dans le corbillard. Fait que je sors, je mets de l'essence. Puis là, il y a un monsieur qui me regarde les gros yeux. Fait que là, il dit... Fait que là, je dis bonjour, ça va bien. Je voulais rester poli. Fait qu'il dit oui, ça va bien. Je m'attendais juste de voir un monsieur à tête blanche avec un chapeau sortir du corbillard. Je m'attendais pas de voir une jeune fille sortir de là. Fait que j'ai dit écoutez, j'ai dit maintenant, il y a plus de. C'est sûr, quand j'ai fait mon cours, en fait, on était 3/4 on était des filles à faire le cours, puis versus un quart que c'était seulement des garçons. Fait que vous allez en voir de plus en plus que ça va être des filles. Fait qu'il dit, écoutez, à cette heure que j'ai appris ça, il dit, je suis prêt à mourir n'importe quand. C'est bon, c'est bon. Ouais. OK. Donc, si je te parlais aujourd'hui, je te passais en entrevue, c'est parce que je trouve que ton domaine, le travail que tu fais, tu le fais un peu dans l'ombre, puis je voulais amener ça à la lumière du jour. Puis je pense que c'est un travail très, très noble, dans le fond, parce que ce que tu fais pour les défunts, tu les mets à leur meilleur, dans le fond, pour leur dernière journée sur la planète. Pour les gens qui les pleurent, les gens qui les aiment. Donc, je pense que je connais peut-être déjà la réponse, là, parce que je t'en ai parlé un peu tantôt. Mais bref, à la fin de la journée, qu'est-ce qui donne, toi, ton sentiment là, de travail bien accompli? Bien, souvent, pendant mon travail, c'est sûr que je vais me fier avec une photographie là, que les gens vont m'apporter, la famille va m'apporter, en fait. Fait que, je vais me baser beaucoup sur ça. Puis, on demande effectivement une photo quand même assez récente pour pas une photo il y a 30 ans. Là, fait que, quand, dans le fond, mon résultat final
ressemble à la photo, ben c'est sûr que, tu sais, personnellement, ça vient, tu sais, j'ai une bonne confiance, puis... mais la meilleure chose, c'est vraiment les commentaires positifs par après des familles qui disent ah, tu sais, maman, papa, il était tellement beau, puis on est vraiment contents. Fait que, tu sais, ça, je te dirais, cette partie-là, tu sais, c'est vraiment ma paye, mais ça, je le reçois toujours après le travail accompli. Là, bien, c'est ça, je voulais te demander, c'était à quel moment que tu entends ça, là? Oui, ben c'est ça, c'est pendant l'exposition, c'est ça, tu sais, on entend parler les gens, puis des fois, ils vont dire à ceux qui travaillent pour l'exposition en bas, puis... Donc, ça fait un petit boulot, là. Ah oui, c'est ça, c'est la plus belle paye qu'on peut pas avoir, parce que, tu sais, encore une fois, avec ma grand-maman, ben moi, ça m'avait fait du bien, fait que de savoir que je peux rendre l'appareil à quelqu'un, ben c'est sûr que c'est la plus belle paye de mon travail. Maintenant, pour des questions un peu plus légères, disons, bon... Sonia, à la télé, on voit toujours dans les émissions d'enquête, etc., on voit toujours le coroner à la morgue, sandwich à la main, en train de parler au détective, juste à côté du défunt, du cadavre. Est-ce que c'est des choses qui se font vraiment dans la vraie vie, dans ton travail? Faut que tu te mettes à une carapace, faut que tu déconnectes un peu de cet effet-là. J'imagine que tu le vois d'une façon scientifique plus que d'autres choses. Mais est-ce que c'est des choses qui peuvent se passer dans le courant de ta journée de travail, là? Ben oui, tu sais, c'est sûr que je suis vraiment pas dédaigneuse, mais de là à apporter mon lunch dans le laboratoire, je me dis que chaque chose a sa place. Bon, c'est bon. Mais tu sais, ici, on peut pogner malheureusement n'importe quel genre de cas, n'importe quel genre de décès. Il y a des décès qui sont plus naturels, que tu sais, s'il n'y a pas de problème. Il y a des décès qui sont un peu plus problématiques. On en voit de toutes les couleurs, on en voit de toutes les sortes. Fait que c'est arrivé une fois, là, il y a plusieurs années, dans mes débuts, où est-ce que la personne, elle avait été trouvée plusieurs temps après le décès, à côté d'une source de chaleur. Oh non. Genre, ça bougeait un petit peu. Fait que le soir, quand j'étais arrivée à la maison, ben, mon ex-conjoint il avait préparé du riz. Fait que la seule chose que je lui ai dit, j'ai juste dit merci d'avoir mis de la sauce soya dans le riz et j'ai réussi à manger et ça a bien été. Ouf. OK. Petit inconfort. Pas sûr que j'aurais été capable de manger le riz, moi, non. Non. OK. Bon, pour une autre question, ben, en fait, c'est pas si léger que ça, finalement. Sonia, est-ce que tu crois à la vie après la mort? Oui, je crois à la vie après la mort, avec toutes les choses qui peuvent s'avoir produit alentour de moi. Effectivement, je ne peux pas faire autrement que d'y croire. Tu as répondu que tu croyais à la vie après la mort, donc j'enchaîne avec ma prochaine question un peu. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose de vraiment étrange, ou voire même de vraiment inexplicable là, durant une de tes interventions ici là, dans le laboratoire ou dans un autre laboratoire ou quoi que ce soit? Oui, bien c'est ça. Sans rentrer trop dans les détails, là, parce qu'on serait probablement ici jusqu'à demain matin, là. J'irais plus à dire des choses là, par rapport à ce que les autres ont ressenti envers moi. Okay. À un moment donné, j'avais été magasinée, puis il y a une madame qui est venue vers moi, puis qui m'a approchée, puis elle m'a dit, tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais elle dit, il y a beaucoup de monde alentour de toi. Oh, okay. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme arrêté, j'ai figé là, puis j'ai pas réussi à y parler plus, puis à aller développer avec elle. Là, j'ai complètement figé. Ça saisit, là? Ça saisit, okay. Oui. Tu sais, je le savais un petit peu par rapport à des choses qui se passaient, mais tu sais, de se le faire dire, de se le faire, okay. ça m'a plus saisi que de vivre certaines choses, je te dirais. Puis je suis allée une autre fois en croisière, puis il y avait une autre dame là, qui me regardait au-dessus de la tête, fait que je lui ai demandé... ça va-tu? Y a-tu quelque chose? Puis c'est là qu'elle m'a dit, elle dit, il y a plein de gens qui sont alentour de toi puis qui te suivent. Elle dit, je sais pas si tu es au courant, mais elle dit, il fallait que je te dise. OK. Wow! Un peu, là. OK. Bon, passons à d'autres choses. C'est correct. Bon, aujourd'hui, on parle de thanatologie. On a parlé de préparer le défunt pour sa famille un peu. Mais qu'est-ce qui arrive dans ton cas? À quel point tu es impliqué si il y a, par hasard, au lieu d'une exposition du défunt, l'incinération. Une incinération, exactement. Est-ce que ça t'implique un peu quand même? Est-ce que tu as des étapes à faire dans tout ça ou ça passe directement ailleurs? Bien, si la personne est exposée avant, parce qu'on voit souvent que la personne va être exposée et incinérée après. Fait qu'aussitôt qu'on parle d'exposition, bien là, c'est sûr que moi, je vais avoir le travail de faire l'embaumement sur la personne. Comme d'habitude. S'il n'y a pas d'exposition avec le corps, bien moi, c'est ça, j'ai pas de travail à faire. Là. Le corps va partir directement là, dans son contenant de crémation là, pour être incinéré, en fait. Là. OK, donc on n'enlève rien au corps. Tu sais, je sais pas, mettons, il y a un pacemaker. S'il y a un pacemaker, oui, toutes les sources de radioactivité,
année, ça doit être retiré là, pour éviter, dans le fond, des risques d'explosion dans le faux crématoire puis le bris là, de OK, mais ça serait pas tant toi qui l'aurais enlevé, ça serait plutôt peut-être le coroner, quelque chose du genre. Ce ne sera pas le coroner. Dans le fond, c'est la personne qui va procéder à l'incinération. Ah, OK. Ça va être cette personne-là là, qui vérifie, là, qui s'assure là, qu'il n'y a pas de source de radioactivité, puis c'est elle qui s'occupe, cette personne-là, de les enlever. Là. Sonia, on a parlé, dans le fond, du parcours professionnel que tu as eu, les études et tout ça. Je vais enchaîner avec une autre question. Est-ce qu'il y a une portion des études pratiques où vous allez voir si vous pouvez vraiment faire le travail de thanatologie? J'imagine qu'il doit y avoir des étudiants qui tombent face à face avec un défunt puis qui font comme « Oh, non, finalement, c'est pas pour moi ». Est-ce qu'il y a une portion pratique là, aux études? Là? Oui, c'est sûr que dans les premières années, au travers de tous les cours, les gros cours théoriques, on a aussi des visites dans les salons funéraires là, pour aller voir un peu comment que ça se passe. Puis effectivement, après ces visites-là, il y a des gens qui vont lâcher, qui vont se rendre compte que c'est pas pour eux. Il y en a qui vont tomber dans les pommes à quelques reprises, qui vont continuer pour après ça finalement dire c'est pas pour moi ou ben non, ils vont passer par-dessus tout ça. Okay. Puis on a aussi dans le fond un laboratoire au Collège de Rosemont là où est-ce que on va travailler avec des personnes qui vont donner leur corps à la science. Fait qu'on va quand même là, faire de la pratique là, pour des cours pratiques aussi vraiment avant d'aller en stage pour vraiment aller faire le travail. Donc, vous avez la chance de vraiment voir si c'est pour vous ou non. Oui, oui. Puis, ceci étant dit, encore une fois, en parlant d'études et tout ça, est-ce que ça prend des aptitudes spéciales pour pouvoir faire ce que vous faites? Dans le fond, des aptitudes au niveau du maquillage, au niveau de quoi que ce soit? Oui, bien, je pense que faut quand même être minutieux, il faut quand même avoir le souci du détail. Côté esthétique, c'est sûr que c'est avec le maquillage et tout, là, oui, ça prend de la minutie, ça prend de la dextérité, ça prend travail de fine pointe des fois. Quand on a de la reconstruction là, par exemple, d'un visage à refaire ou en cas d'accident, ça prend vraiment là, quand même un bon doigté. Puis sinon, ben, au-delà de tout ça, c'est plutôt, ça prend un côté empathique aussi à tout ça. Puis on travaille toujours dans le respect. Fait que c'est ça, tout le côté respect, le code d'éthique est hyper important. Donc, oui, j'imagine. Ouais. Écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour de toutes mes questions. J'avais une dernière petite chose à te demander. Un petit service. Écoute, on vient de passer une pandémie, donc selon moi, plus rien n'est impossible. Est-ce que tu pourrais peut-être juste attacher les lacets des défunts ensemble au cas où qu'un jour on ait comme une apocalypse de zombies ou quelque chose dans le genre? Là? Peux-tu juste me faire ce petit service-là, s'il te plaît? J'y avais pas pensé, mais je pense que je vais commencer à faire ça. OK, c'est bon, parfait. Donc, suivez-nous. On s'en va directement dans la zone d'inconfort. Moi, côté éthique, déontologie, tout ça, respect, on va prendre, en fait, on n'aura pas de défunt avec nous. Je vais prendre la place là, du défunt sur la table pendant que Sonia nous explique les étapes, étape par étape, de ce qu'elle fait normalement dès la réception là, d'un corps. J'essaye toujours d'incorporer un peu de narration dans mes émissions, mais celui-ci est tellement rempli de contenu que j'ai pas vraiment de place pour la narration, donc, vous savez, même pas une seconde. Donc, c'est ça. Non. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous pouvez poursuivre avec l'émission, là. Allez-y. Bon, ben bonjour tout le monde. Bienvenue dans la zone d'inconfort. Écoutez, je suis présentement couché très confortablement sur la table de travail, qui n'est pas si froide que ça, finalement. Tu vas nous expliquer, dans le fond, à partir de la réception du défunt, qu'est-ce que tu fais étape par étape, puis essaye de le faire de façon un peu expéditive, s'il vous plaît, de ne pas laisser de temps mort durant là, ton entretien. OK, c'est bon. Donc, tu m'as demandé, Sonia, lors de notre première entrevue téléphonique, de t'apporter une photo de moi-même. Oui. Donc, je t'ai apporté là, un 8x10 de moi-même en couleur que je vais te présenter. Donc, voilà. Je sais pas si tu peux travailler avec ça. As-tu quelque chose à faire? Eh, boy, on a beau être le département des miracles, mais là, tu m'en demandes pas mal, je trouve. Attends une minute, je vais la prendre 2 secondes. Écoute, si jamais l'émission, là, elle décolle vraiment, je vais juste quand même te la signer un peu avec mon... Et voilà, parfait. Donc, je te laisse ça. Sonia, ça peut avoir quelque chose un jour, on ne sait jamais. Donc, je te laisse la table. Je te laisse nous expliquer exactement qu'est-ce que tu fais du début jusqu'à la fin, dans le fond, de ton travail. OK.
Bon, ben c'est sûr que l'abonnement, on va commencer dans le fond par une désinfection primaire du corps. Fait que c'est sûr, je vais juste utiliser des barbouillettes. Là, je vais vraiment aller te désinfecter avec un savon antibactérien. OK. Ensuite de ça, ben c'est sûr qu'on va faire la désinfection des orifices. Fait que je vais aller désinfecter tes yeux, ton nez, ta bouche pour enlever là, toute la contamination et tout. Donc, dans le fond, je vais juste simplement utiliser ma pince avec la petite ouate là, que je vais venir enrouler là, au bout de ma pince. Puis là, je vais aller juste asperger là, avec un produit désinfectant. D'accord. Là, c'est sûr qu'habituellement, les lunettes, on les retire, mais avec le produit désinfectant, je vais vraiment aller désinfecter les yeux. À chaque orifice, dans le fond, je vais jeter mes trucs, les watts souillés, en fait, là, dans les déchets biomédicaux. On va faire chaque narine, on va aller faire vraiment là, la bouche. Là, je te le prépare, ça va peut-être être un petit peu désagréable. Là, c'est correct, c'est correct. On peut imaginer. Oui, c'est ça. Fait qu'avec la watt, je vais faire ça. Ensuite de ça, on va aller s'occuper de faire le rasage. OK. Donc, à moins que sur la photo, là, qu'on voit là, qu'il y a une barbe ou une moustache ou ces choses-là que la famille veut le garder, bien, on y va vraiment en fonction de la photo. Donc, dans mon cas, on peut voir que j'aurais besoin peut-être d'un rasage. C'est ça. Fait qu'on irait tout simplement là, avec un rasoir, là, puis la crème à raser tout simplement. Excellent. Donc, ensuite de ça, on pourrait fermer là, les yeux, fermer la bouche aussi. Donc, fermer les yeux, dans le fond, on a des petits couvre-œils ici que je viendrais te mettre, là, c'est comme un verre de contact que je viendrais mettre ça ici. Puis qu'il y a comme des petits pics, là, des petites qui vont venir retenir un peu là, la paupière. Fait que je t'appliquerais, dans le fond, les 2 couvre-œils. D'accord. Pour la fermeture de la bouche, dans le fond, il y a différentes techniques comparativement à ce que les gens qui vont penser qu'on va coudre les lèvres. C'est pas ce qu'on va faire. Il y a vraiment, par exemple, une technique là, qu'on peut utiliser avec une aiguille courbe ici, qu'on va rentrer à l'intérieur de ta... On va vraiment aller chercher toute la mandibule, puis on va ressortir, dans le fond, par la cloison nasale, puis on va venir attacher. Fait que, ça se passe tout à l'intérieur, il n'y a pas rien qui paraît. D'accord. Puis le restant, dans le fond, ça va être un peu là, vers la fin pour la finition. Là. Là, une fois que ces étapes-là sont faites, on arrive plus à la zone, la partie vraiment de l'embaumement. Fait qu'on a l'injection artérielle. Fait que ce que je vais faire, dans le fond, je vais aller au niveau de ta clavicule droite. Je vais faire juste une petite incision là, de quelques pouces. Puis je vais aller prélever ton artère carotide, puis dans le fond, ta veine jugulaire. Je vais vraiment avec ma petite pince-mousse puis mon crochet. Fait que je vais vraiment aller travailler pour aller débrider là, ta carotide puis ta jugulaire. Puis je vais aller vraiment les prélever, là, les surlever si on veut. Puis avec la machine à injection, je vais aller injecter le produit qui va aller préserver là, à l'intérieur de ta carotide. Puis je vais aller porter ensuite de ça l'écarteur veineux ici. Celui-là, cet instrument-là, je vais le rentrer dans ta veine jugulaire. Fait que ça va vraiment là, dans le fond jusqu'au cœur. Puis pendant l'injection, le corps il est tellement bien fait que, dans le fond, c'est supposé de circuler là, pas mal partout. Fait que je vais vraiment aller dans ta veine, aller vraiment chercher là, pour retirer les caillots, quoi que ce soit, là, pour s'assurer que la circulation va bien se faire. Donc, quand tu parles du produit, tu parles du produit rose que dans la machine là-bas, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? C'est quoi ce liquide-là? Ça se trouve être du formaldéhyde, en fait. Fait que c'est vraiment ça là, qui va aller préserver le corps humain, dans le fond. Fait que dans le fond, si tout va bien, en théorie, si t'es un petit cas facile, j'ai besoin de seulement faire une incision ici. C'est jamais facile avec moi. Ah, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, ça n'injecte pas bien le produit. Bien là, on a d'autres sites là, pour pouvoir aller injecter. Fait que je peux aller injecter par ton axillaire, ton artère brachiale, si jamais je vois que ta main, elle s'injecte pas, ou ton bras. Si les jambes s'injectent pas, bien, je vais aller vraiment chercher là, soit la fémorale aussi. Là. Fait qu'on a différents sites là, selon... Parce que tu vas l'apercevoir visuellement si ça passe ou non dans le... Oui, c'est ça. Le liquide, là, il y a quand même... on ajoute un colorant aussi à l'intérieur. Fait qu'on va vraiment voir là, le circuit là, où est-ce que tout va se rendre. D'accord. Oui, fait que si on voit que ça se rend bien, on se concentre vraiment à ce site d'injection-là. Puis si ça va pas bien, bien là, on y va là, en fonction du résultat que ça a donné. D'accord.
Oui. Ensuite de ça, bien, on a le traitement des cavités, en fait, qu'on va aller faire. Fait que comme comparativement, encore une fois, à ce que les gens peuvent penser, les organes, ils restent dans le corps humain. Ce qu'on va aller faire, c'est vraiment un petit trou à 2 pouces à peu près là, du nombril. On vient juste percer avec le bistouri. Là, je ne m'approcherai pas le bistouri. Je vais me garder une petite gêne. Là. OK. Puis là, avec ça ici, dans le fond, on a le trocar. Fait que ça, on a tout un système d'aspiration. Oh boy. Avec le tuyau ici, je viens juste brancher ça comme ça. Je pars l'aspiration et je m'en viens de ce côté-ci. Puis là, avec le petit trou que j'ai fait, je viens rentrer ça à l'intérieur. Puis là, je vais venir percer chaque organe. Fait que je vais commencer, dans le fond, là, par l'estomac, puis je vais aller vers le cœur, je vais aller vers le foie, les poumons. Fait que je vais vraiment... fait que ce qu'on va voir à l'intérieur du tube, ben, c'est ça, c'est tout ce qu'on va aller aspirer. Ça se trouve être les liquides, les gaz. Ensuite de ça, on va aller vers la vessie. Puis on va aller aussi là, chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur des intestins. Là. Fait qu'on essaie là, de vider là, le plus possible, là, parce que pour éviter, encore une fois, que la putréfaction, la décomposition s'entame à ça. Donc ça va où, Sonia, tout ça? L'aspiration, ça va dans le drain. Fait que ça se trouve être les égouts, en fait. Là. On fait aussi pour éviter des écoulements. Avec la petite incision que j'avais faite au niveau de la clavicule, je vais aller avec mon bistouri pour vraiment aller sectionner la trachée pour éviter qu'il y ait des écoulements là, quand même qui puissent remonter là, pour l'exposition. D'accord. Fait que je viens couper la trachée. Puis après ça, dans le fond, j'ai ce petit produit que je vais aller verser dans au niveau là, de l'abdomen et tout. Fait que je viens brancher ça ici dans ma bouteille. Puis là, avec mettons, j'ai la bouteille ici, bien là, c'est la même chose, c'est le même procédé. Je viens vraiment là, distribuer, dans le fond, mon fluide. Là. On imagine la bouteille ici. Là. Je viens vraiment distribuer tout le liquide là, à l'intérieur là, pour venir préserver... tout le restant là, de l'estomac. C'est ça, tous les organes internes. Ça, c'est le même format d'AID que tantôt, ça? Ça, c'est vraiment un produit qui est spécifique là, pour les cavités. Fait que c'est pas tout à fait... La même chose. Bon, on t'a-tu déjà dit, Sonia, que c'est pas très, très confortable, ça, ou je suis le premier qui chiale? Je pense que t'es le premier qui chiale, là. Tiens, ensuite de ça, dans le fond, on va aller vraiment aspirer au niveau... j'ai ça ici. On a une canule d'aspiration que j'ai juste ici. Donc, ça, ici. Fait qu'on va vraiment aller aspirer, là, vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du nez. On va rincer à l'intérieur de la bouche, s'assurer qu'il n'y a vraiment plus rien. Puis ensuite de ça, on va aller au niveau de la trachée. Rentrer en haut, en bas, puis pour s'assurer qu'il n'y a plus de liquide. Ici, par exemple, une fois que j'ai mis le liquide à cavité, j'étais en train d'oublier ça. Il faut vraiment aller refermer avec une aiguille serpentine et de la corde. Il faut vraiment aller refermer le petit trou là, qui a été fait. Là. Au niveau de l'estomac? Oui, c'est ça. Juste à côté là, du nombril. Là. Ensuite de ça, dans le fond, avec la ouate, encore une fois, on va venir, dans le fond, boucher un petit peu. Là, je prends par exemple un exemple ici. Donc, je viens aller porter de la ouate dans la trachée pour s'assurer qu'il n'y a pas rien qui va remonter. Puis parfois, des fois, on peut aussi aller l'emporter là, vraiment là, dans le nez, là, dans le fond, là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'écoulement là, au moment de l'exposition. Est-ce que j'ai un mythe ou une légende urbaine que j'aimerais valider avec toi? Est-ce que c'est vrai qu'après la mort, les cheveux continuent de pousser et les ongles également? Oui, ils disent que ça peut arriver, là, on parle de même pas 1 millimètre, là, mais oui, c'est ça, ça peut continuer. Mais dans 10 ans, tu n'auras pas les cheveux aux épaules, là, tu vas être correct. D'accord. Donc, la prochaine étape, ça ressemblait à quoi? Bien, dans le fond, ça va être tout simplement là, de refermer la petite incision là, que j'ai fait au niveau de la clavicule. Fait qu'encore une fois, de la corde avec l'aiguille serpentine. Je vais venir faire un point. Là, D'accord. Oui. Fait que ça, c'est fait. Puis, dans le fond, une fois que tout ça est terminé, c'est sûr que je vais relaver le corps au complet, je vais laver les cheveux. Puis là, après ça, on va finir ça. Dans le fond, on va aller assécher le corps. Puis là, on va être prêt là, pour... une fois que tout est séché, on va procéder à l'habillage puis au maquillage également. Là. OK. Donc,
l'habillage, là, dans mon cas à moi, j'ai un beau petit habit là, qu'on pourrait mettre, que je vais mettre tantôt. Là. Mais, OK, bref, donc c'est l'habillage. Et ensuite, là, on finit avec le maquillage en prenant la photo là, comme référence. Oui, c'est ça. OK. Puis ensuite de ça? Ensuite de ça, ben, on est prêt, le corps est prêt à être déposé en cercueil, puis on s'en va au salon d'exposition pour ton dernier moment avant le grand voyage. D'accord. Hey, merci de nous avoir rejoints pour une autre émission de Zone d'Inconfort. Donc, joignez-vous à nous la semaine prochaine pour une autre émission et une autre zone. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allô? Kathleen? Daniel? OK, c'est... Vous pouvez l'ouvrir, c'est plus drôle, OK? C'était quoi l'idée de faire cette émission-là?